Bonjour à vous qui êtes comme nous, atteints et atteintes du syndrome ciné, et bienvenue pour ce 7e épisode de notre série de podcasts consacrée à la 53e édition du festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes, une série que vous pourrez suivre jusqu'à la fin du festival le 5 juillet. Et donc nous sommes ici pour vous parler de deux films d'Edward Yang, Yi Yi et Mahjong, puis en fin d'épisode, du documentaire récemment oscarisé No Other Land, co-réalisé par deux réalisateurs palestiniens et deux réalisateurs israéliens. Mais il est complètement fou ce mec. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Serial killer. Mais on commence tout d'abord avec Edward Yang et donc son film Yi Yi de 2h53 qu'on a vu hier matin. Thomas, est-ce que tu peux essayer de faire un petit résumé s'il te plaît? Ça se passe à Taipei, dans une famille taïwanaise. Ça commence sur un mariage. C'est un des cousins de la famille qui se marie avec quelqu'un. La grand-mère tombe malade et à partir de là, on va suivre le parcours et les questionnements, les doutes et les expériences de vie diverses de 4, 5, 6 membres de la famille, plusieurs personnages comme ça. Donc ce soit donc on a un petit gamin de 8-10 ans, sa sœur aînée, leur père et d'autres personnages encore. Voilà. Sur donc 2h53 de film, tout à fait. Ce qui nous avait un peu inquiété. Ouais. Ce qui nous avait un peu inquiété parce que pour ceux qui n'étaient pas là, le premier Edward Yang qu'on voyait tous ensemble à La Rochelle, c'était The Terrorizers, qui durait 1h40, 50, 49. Et ça nous avait tués sur place, je pense. Enfin, on était complètement en dehors du film, on avait lutté contre le sommeil tout du long. Alors selon les critiques autour de cette table, on était de retour dans le film, soit dans les dernières 20 minutes, soit dans la dernière demi-heure. Enfin, c'était globalement assez difficile pour nous, même si on y reconnaissait des qualités. Et donc c'était l'occasion de retenter Edward Yang avec son film le plus iconique, le plus connu, le plus respecté, puisque c'est son tout dernier film d'ailleurs, qui fait en 2000, quelques années avant de mourir, un film qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes à l'époque et tout, devant Isaac Farrell, devant Kar-wai. Mais donc voilà, on s'est pris ça le matin, en plus on a dû se lever bientôt sa mère pour le voir. Donc vas-y Olivier, crève l'abcès. Bah écoute, du coup, en sortant de... Parce que j'en parlais un peu aussi par rapport à The Terrorizer, dont j'étais resté en dehors jusqu'à peut-être ces 15-20 dernières minutes, où je commence à me dire « Ah, ça m'intéresse un peu. » En vrai, j'ai l'impression qu'Edward Yang fait vraiment toujours le même type de film où tu vas suivre plein de petites histoires et tout. Et c'est d'ailleurs, c'est un truc qui est marrant parce qu'à la fin de quasiment chacun de ces films, quand on sort, on s'est dit « Ah tiens, je pensais qu'il allait arrêter le film là », ou alors je vois 4, 5, 6 fins possibles parce qu'on a toutes ces fins d'arc qui justement s'arrêtent les uns après les autres. Mais sinon, c'est très réussi. J'en suis pas un immense fan et tout, mais cette fois-ci je suis pas entièrement sorti du film et j'étais quand même dedans sans être non plus à fond, mais ça m'a quand même plu. Je trouve que c'est encore plus abouti en termes de mise en scène que ce qu'on avait pu voir dans The Terrorizer, où il reste sur quelque chose d'assez parfois d'assez distant, d'assez simple, avec des panoramiques et tout, mais restant dans une photo super belle, qui est d'ailleurs bien mieux bossé que The Terrorizer, parce que je me posais la question par rapport à The Terrorizer de savoir si certains plans étaient surexposés parce que c'était une volonté ou parce que c'était des erreurs techniques. Dans celui-là, la photo est tellement bien bossée et tout, que lorsque justement on a un personnage qui est un peu surex mais en arrière-plan, enfin on comprend que c'est une véritable volonté et c'est quelque chose de beaucoup plus assumé. Et pour le coup, je pense le truc qui m'a le plus marqué dans ce film-là, au-delà du scénario, enfin qui se perd dans plein de trucs et qui est assez intéressant, au-delà de la mise en scène, c'est l'acting. Notamment, il y a un gamin qui doit avoir, je sais pas plus de 6-8 ans dans le film. Et je me souviens que c'est vraiment à la toute dernière scène où je me suis souvenu que c'était un acteur. Parce que j'y ai cru tout du long et je trouve qu'il y a une direction d'acting qui est folle dans ce film-là, qui est vraiment très très bien réussi. Ça joue extrêmement bien, on y croit toujours. Et j'avoue que justement ce petit gars, c'est vraiment à la toute fin où je me suis... Et c'est pas pour dire qu'à la fin il joue mal ou qu'il y a un truc en deçà, mais je me suis dit, putain, c'est vrai que je regarde un film, je suis pas en train de regarder un vrai truc ou quoi.
c'est une dimension que j'avais complètement oubliée. Et je me suis rendu compte que malgré tout, j'étais dedans et que c'était formidable. Donc non, très très bien Lily d'Edouard Yang. Oui, moi je suis resté accroché. Je crois que j'ai pas trop. Oui, c'est vrai. J'ai dû lutter avec le sommeil, mais je crois que je me Ça. suis pas endormi. Ce qui est un miracle, parce que 9h du matin, un film d'Edouard Yang avec un rythme pareil. 2-3 heures en plus. Oui, de 2h53. C'est pas évident. Ouais, non, je suis resté dedans parce que tu l'as dit, la mise en scène est vachement bien travaillée. Les cadrages sont incroyables. Moi, ce qui me marque, c'est qu'on est beaucoup dans l'intimité des personnages. Et pourtant, il va pas faire de plan plus rapproché que le plan taille. Au maximum, il y a quelques gros plans, mais c'est vraiment pour des inserts, l'insert sur une plante, ça, notamment. Ce que je regrette un peu au début, parce que du coup, j'ai un peu du mal à... Je confonds certains personnages parfois, et du coup, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, parce que je me demande, mais c'est qui déjà cette personne? On peut dire qu'on découvre une famille, qu'on est en mode attends, lui c'est le cousin ou ça. c'est le grand et frère comme c'est de très bidule. dispersé de partout, Voilà. on a un peu du mal à suivre par moment, mais on finit par se souvenir de qui est qui. Mais du coup, il est très dans l'intimité des personnages. On a beaucoup de scènes dans des chambres où les personnages sont seuls. Moi, il y a un plan que je retiens, c'est dans une chambre d'hôtel, un plan en silhouette bleue qui est assez beau. Après un rendez-vous, la fin d'un date qui n'ira pas plus loin parce que le personnage se retient. Un plan en silhouette qui est très beau. Il y a des jeux de reflets dans les vitres où j'ai l'impression que c'est deux immeubles deux vitres d'immeubles avec deux personnages qui se regardent, et en fait non, c'est dans la même pièce, dans le même immeuble, donc je trouve ça très beau. Mais voilà, c'est magnifique, tous les personnages tous les acteurs jouent très bien, les intrigues sont un peu dispersées, mais on s'y retrouve, donc non, très 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 beau film, le petit gamin est génial, et il fait du bien parce qu'il apporte un petit côté humoristique au film qui nous permet de tenir un peu pour ceux Oui, aussi. qui auraient plus de mal. Non, très 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 beau film, et donc Edouard Yang, je valide. Ça y est. Mais il attendait justement notre validation. Hein. Voilà, de là où il est, hein. Ça fait plus de 10 ans qu'il est mort. Il attendait la validation du syndrome pour savoir si oui ou non. Mais justement, je valide aussi. Voilà, et Monsieur Yang peut se reposer en paix. L'intégralité du syndrome s'il valide son film. Non, c'est très très beau, Easy. Alors malgré tout, voilà, bon, comme tous les Edouard Yang, il y a un moment où tu peut-être parce que c'est le festival qui fait ça, et qu'on voit beaucoup de films tous les jours et tout. Mais il y a quand même ce truc de bon, vas-y, je regarde l'heure, peut-être que c'est bientôt fini. Et pas du tout. Que nenni, il reste bien 1h, 1h10. Non, t'as pas fini, t'es encore dedans. Il y a encore plein de choses à manger dans le film. Non, c'est effectivement un truc très très émouvant qu'il arrive à faire. Toujours avec une mise en scène très très simple, avec beaucoup de pudeur en fait. C'est ce que tu disais sur ces plans qui sont souvent assez distants, qui ont une vraie distance avec les personnages, et qui permet aussi de créer une émotion un peu particulière qu'on n'obtiendrait pas, qui apparaîtrait pas en nous si ça avait été des gros plans et des plans plus serrés. Et pareil, il y a une scène aussi au tout début où un personnage va revoir une personne qu'il n'a pas vue depuis longtemps devant un ascenseur, et on voit pas sa réaction. Si ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est comme si il voulait pas, tu veux il dire voulait que cacher ses émotions aux spectateurs. C'est ça, parce En que fait. le personnage est de dos, c'est ça? C'est ça, le cette personnage scène-là est de dos. Ok, Ouais. oui, je vois. C'est vrai qu'il a un vrai... moi, c'est quelque chose qui a tendance à me parler. Je me souviens de très 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 peu de chant contre chant, ou plutôt je me souviens surtout de toutes ces scènes où, comme celle que tu viens de décrire, on va avoir deux personnages qui se parlent, et puis parfois ils seront pas de profil de façon bien pratique pour nous spectateurs, pour qu'on voit un peu leurs deux visages. Des fois on nous enlèvera le visage de l'un des deux, c'est ça. Ce qui est encore une façon, en plus d'un plan assez large, encore une façon de nous amener à projeter sur le film ce qu'il ne nous donne pas de lui-même. C'est des trucs assez simples, hein. Il suffit ça sert un plan de moins à faire, un peu de répétition, tu mets la cam plus loin et tu dis à ton acteur de Tout se de joue mettre dans la gestuelle et dans la posture de l'acteur. C'est ça. Et et ça fait beaucoup de choses très très belles, même dans les dialogues, hein, même quand ils se disent des choses assez frontalement, parce qu'il y a beaucoup de choses non-dits, de choses que les personnages n'arrivent pas à se dire, et c'est souvent très très beau ou très très drôle. Et même en termes d'écriture de dialogue, quand ça veut vraiment mettre son cœur sur la table parce que on a des choses à se dire, ça arrive à être très très beau, très très simple, très très touchant. Non, je trouve le film assez réussi. Je cherche encore à comprendre pourquoi, même Yi, qui m'a beaucoup ému, et qui visiblement est le meilleur du meilleur, selon Shana, notre spécialiste d'Edouard Yang. Je continue à me demander pourquoi les films d'Hu Xiaoxian me parlent encore nettement plus. Je sais pas exactement ce qui les différencie en moi, mais visiblement il y a quand même quelque chose de particulier entre les deux. En tout cas, je les distingue, et bref. Mais malgré tout, Yi d'Edouard Yang, alors c'est un peu longuet, hein, c'est peut-être un gros truc à se manger, essayez de le voir tôt, mais essayez de le voir. Il y a moyen que ça vous parle beaucoup. Et puis un peu même chose pour Mahjong. On enchaîne avec Mahjong, petit résumé.
Oui, Pareil. Mahjong, c'est le film qui fait juste avant Yi, qui ressemble un peu à un... on va dire ça, c'est le film de gangster d'Edouard Yang. On va dire Film ça comme d'arnaque, ça. ouais, c'est ça. Le film criminel d'Edouard Yang, on va dire Ouais. ça comme ça. Puisqu'on suit différents personnages, la plupart sont des petits escrocs de Taipei qui vont se rencontrer, leurs histoires vont se mêler. Au milieu, il y a notamment une jeune parisienne qui débarque à Taipei pour trouver son amant. Une parisienne jouée par Virginie Ledoyen, qui est assez jeune à l'époque, puisque c'est un film de la fin des années 90. Oui, donc c'est un film dans lequel on voit un peu mieux, encore, si on l'avait pas un peu deviné, les inspirations américaines, françaises, enfin, occidentales, quoi, qu'on peut trouver dans le cinéma d'Edouard Yang et tout. C'est Shana qui nous redisait qu'il avait étudié aux États-Unis, donc... Quand on revoit des posters des Beatles, une photo de James Dean, tout un tas de... Il y a un énorme drapeau américain à un moment. Oui, mais c'est une scène. Après, c'est une scène C'est une dans colocation, c'est une coloc avec des américaine. ricains dedans. Donc Mais bon. enfin bon, il a écrit que dans son Voilà. film, il y avait une coloc avec des étudiants américains qui squattaient chez un des personnages. C'est ça. Lui aussi, qui est un film assez intéressant, qui fait quelque chose d'assez différent parce que la plupart de ces personnages, c'était des gens un peu du quotidien dans ses autres films, je veux dire, donc Terrorizers et Yi. C'était des gens assez ordinaires, qui avaient des défauts, des qualités, et puis ils faisaient en sorte qu'on s'attache assez facilement et assez vite à eux. Là, il fait quelque chose d'un peu différent via le film de gangster. Bah là, on est entre le milieu bourgeois et le milieu prolo, quoi. Oui, voilà, En fait, aussi. il y a un des personnages notamment qui regroupe ces deux milieux. Même si c'est un film d'Edouard Yang, c'est un film de gangster d'Edouard Yang. Du coup, il y a un truc très particulier où il y a énormément de personnages qui sont de gigantesques connards. Et en même temps, il trouve des façons, soit dans le scénario, soit dans la façon de diriger les acteurs, parce qu'ils vont être drôles tellement ils vont être ridicules, par exemple, à nous faire nous attacher à eux ou à trouver un petit fond d'humanité. Moi, chacun a avec eux. sa petite personnalité. Chacun, ils sont tous très bien caractérisés. Là, sur ça, il est toujours aussi fort. Mais non, donc c'était assez curieux. Alors encore une fois, il y a eu le petit truc de c'est peut-être bientôt fini. Non, Thomas, arrange ton téléphone. Il reste 1 heure de film. Cette fois, ça dure 2 heures, Mahjong. Mais c'était quand même un film assez réussi, qui avait toujours ces mêmes qualités de simplicité dans le filmage, une espèce de pudeur et une distance avec les personnages pour nous permettre de mieux nous émouvoir, même s'il peut faire en sorte que ces personnages gueulent pas mal dans ce film-là. Ça peut être beaucoup plus expressif dans le jeu d'acteur aussi, à Mahjong. Mais C'est aussi très théâtral finalement, parce qu'en fait, il enchaîne les plans-séquences quasiment à chaque scène. En fait, c'est un plan large, et puis après, il va faire des panneaux. C'est Et vrai, puis, c'est vrai. Avec la caméra qui se balade un entre plan deux, large, un entre plan deux, moyen, trois et puis, personnages. c'est ça. Donc, C'est vrai. finalement, il y a une certaine théâtralité dans la façon de mettre en scène C'est et ça, de c'est diriger les acteurs. Et non, bon après c'est un peu perturbant de temps en temps d'avoir Virginie Ledoyen qui est actrice française, qui doit jouer en anglais, ce qu'elle a peut-être jamais fait. Dirigée par Edouard Yang. Dirigée par Edouard Yang, qui parle pas un mot de français. Donc Il parle anglais. mais qui parle anglais. Oui. Mais en tout cas, des fois, on a parfois une sensation un peu particulière parce qu'on a l'impression qu'elle joue pas exactement comme il faut. Mais en même temps, le personnage parle pas un anglais parfait et donc a pas forcément l'habitude de s'exprimer normalement ses émotions en anglais. Donc il y a quelque chose d'un peu particulier comme ça, mais on finit par s'y faire. Mais je crois qu'Olivier, c'est un film que t'avais bien aimé, toi, Mahjong, je sais plus. Alors je vais faire mon connard, j'ai un peu le même truc et tu me le fais remarquer à raison par rapport à Almodovar. Je pense que des trois Edouard Yang que j'ai vu à La Rochelle, c'est celui que j'ai préféré, donc Mahjong. Même si je pense quand même que Yi est peut-être au-dessus en termes de qualité propre, c'est juste que je suis un peu moins dans Yi. Je trouve que Mahjong est beaucoup plus accessible que Yi par exemple, parce que Yi est beaucoup plus long, a un rythme beaucoup plus lent et il peut te faire sortir beaucoup plus vite. Là où Mahjong, alors même si ça reste un film d'Edouard Yang, hein, on s'entend, a un rythme déjà qui est un peu plus envolé, t'as des trucs qui sont un peu plus standards, t'as même des clichés d'écriture qui reviennent dedans, donc je pense que c'est un peu plus américanisé sur certains points et un peu plus accessible. Ceci étant dit, putain, super film. Enfin moi j'ai adoré et tout, je trouve toujours que sa mise en scène fonctionne super bien. Il y a une scène avec un des gosses justement qu'on suit, qui à un moment engueule son daron. Et à chaque fois qu'il prend un peu le lead sur son père qui du coup est très effacé, c'est tout simple, mais on joue avec des panneaux où on fait du coup sortir le père du champ. Déjà, il y a quelque chose de très intéressant dans la scène qui fait de la rétention d'informations grâce à son cadre, pardon. Et ça permet justement d'ailleurs aux spectateurs ça permet justement de rester aux spectateurs de rester dans le film et justement se poser la question de il parle à une chaise ou c'est comment tout ça. Et ensuite justement à chaque fois qu'il engueule vraiment sale son daron, on le fait sortir du champ, il passe à un autre endroit du cadre où il prend toute la place littéralement. Et c'est tout con comme procédé de mise en scène, c'est extrêmement simple mais ça fonctionne très bien surtout avec le cinéma d'Edouard Yang qui se base toujours autant sur des panoramiques ou alors sur des plans fixes très
bien composé, mais très 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 simple. Et sinon, non, à nouveau, ça joue super. Je trouve que son scénario, même s'il est bien, peut-être à quelques écueils vers la fin, il y a certains clichés auxquels on s'attend un peu. Il joue aussi un peu sur la connerie de certains personnages pour pouvoir permettre à nos héros de s'en sortir. Et il y a aussi sa fin qui, même si pour le coup je l'aime vraiment bien et je trouve qu'elle va bien avec le film, est peut-être un brin longuette. Elle est belle en soi. Il y a un côté un peu tarte à la crème sur certains points qui revient un peu classique et un peu attendu, qui même si je trouve que ça va bien avec le film, ce côté, comment dire, allez, on va être sympa pour une fois avec nos personnages. C'est un truc un petit peu dommage, et c'est un petit peu long pour un film qui est déjà un petit peu mastoc sur certains points. Mais sinon, non, très très solide pour le coup, ce Mahjong d'Edward Young. Passons tout de suite à No Otherland. Il y a rien à voir. Alors de qui? Je sais plus, je me rappelle Alors, plus des t'inquiète. noms des réels. Je les ai notés. No Otherland qui est réalisé par 4 personnes, Bassel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Balal et Rachel Zor. Très bien. Et tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors, No Otherland, c'est un documentaire qui se passe entre 2019 et 2023. C'est un film qui se passe dans un village de Cisjordanie, donc en Cisjordanie, en territoire occupé par Israël. Et donc on va suivre c'est Bassel, un des réalisateurs du film qu'on voit beaucoup à l'image, qui va rencontrer Yuval. Donc un autre des réalisateurs du film, Yuval Abraham, qui est journaliste israélien. On va les voir tous les deux essayer de s'entraider, de militer pour lutter contre la destruction. Voilà, merci. La destruction, le démolissage à coups de bulldozer de plusieurs maisons du village de Bassel, sur ordre tout à fait illégitime de l'armée israélienne. Donc voilà, c'est un film sur la colonisation israélienne de la Palestine, qui essaye de couvrir ça par les moyens du documentaire. Et donc on en avait notamment entendu parler parce que il était sorti déjà au cinéma l'année dernière, il avait fait un peu de bruit et puis il avait eu l'Oscar du meilleur documentaire l'année dernière, quelques semaines avant que un des co-réalisateurs du film, Hamdan Balal, soit lynché par des colons israéliens, puis retenu par l'armée israélienne quelques jours avant qu'il puisse revenir blessé mais vivant. Voilà. Donc je me souviens de cet épisode, ça m'avait pas mal fait bader, comme le film d'ailleurs, qui est assez puissant et assez surprenant. N'est-ce pas, Olivier ? Ouais, non, film qui est très puissant, qui est très réussi, comme tu le disais. Je trouve ça intéressant pour le coup, parce qu'on a beaucoup parlé à raison de ce qui se passe à Gaza, parce qu'on est en train d'assister à un des événements les plus graves et un des génocides les plus grands du coup de 21e siècle. Mais je trouve ça intéressant aussi que le film parle du coup d'une situation qu'on oublie un petit peu parfois à côté, qui est ce qui se passe aussi en Cisjordanie, qui a parfois été un argument d'ailleurs de certains pro-israéliens, comme quoi la Cisjordanie pour le coup s'en sort beaucoup mieux et c'est la faute du Hamas s'il se passe des trucs à Gaza, alors qu'on voit bien que non, que la situation est exactement pareille, et même si c'est fait, alors j'insiste sur les guillemets, de manière plus douce, j'insiste très fortement sur ces guillemets, il y a une oppression qui est toujours systématique, et c'est quelque chose qui est montré dans ce film-là, où on a l'impression, c'est terrible à dire, de revoir les mêmes scènes en boucle, tant on est face à justement, une répression systématique des Palestiniens, et une destruction, une expropriation totale de leurs terres. Et on voit au fur et à mesure du film, d'abord, ça commence plus ou moins doucement, à nouveau j'insiste sur les guillemets, les destructions de maisons de particuliers, puis ensuite ça continue, on va voir aussi du coup la destruction d'une école, plus on avance dans le film, et puis du coup plus on avance, plus ça verse aussi dans la violence, plus on verse aussi dans la peur de certains de nos protagonistes qui savent qu'à cause de leur activité de militants, ils peuvent se faire arrêter par rapport à ça, ou tuer, ni plus ni moins, ce qui se passera aussi d'ailleurs peut-être dans le film, on n'en dit pas plus. Ouais, on est face à quelque chose aussi d'ailleurs qui est très intéressant en termes de filmage, parce qu'on est face à une maîtrise technique au début du film qui est quasiment surprenante. On se dit putain, on a une image qui est plutôt bien soignée, on a une photo qui est assez jolie, un son surtout qui a été particulièrement bien bossé pour le coup, qui m'avait rappelé d'ailleurs un petit peu le documentaire On the Line, il me semble, qui était sorti peut-être en 2018, qui parlait du coup plus ou moins de Mexicains qui s'étaient fait expulser des États-Unis alors qu'ils avaient toujours vécu là-bas. Enfin bref. Et du coup le film allie cette photographie qui est très très bien foutue à des moments beaucoup plus amateurs
avec des caméras, pris avec des caméras ou des téléphones, et qui vont très bien avec du coup le côté crade de tout ce qui se passe là-bas en Cisjordanie, et du coup par extension à Gaza. Ce à quoi aussi d'ailleurs il vient ajouter quelques petites images, pas vraiment d'archives, mais des images plus anciennes, notamment par exemple du père d'un des deux protagonistes, enfin c'est Basel il me semble, c'est ça, où on se rend compte que malheureusement quasiment rien n'a évolué, et ça fait depuis 1948 littéralement que les Palestiniens se mangent énormément de choses sur la gueule, donc voilà, c'est pas un documentaire qui est forcément toujours facile, pas forcément aussi horrible que certains autres trucs qui ont pu être faits sur Gaza, notamment certains documentaires qui sont beaucoup plus graphiques et tout, mais ouais, c'est clairement pas quelque chose de facile, mais foncez quand même, parce que c'est très puissant, c'est très très bien fait, et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est les petites discussions entre les scènes où justement on a l'intervention de l'armée israélienne et puis les démolitions. C'est ces discussions entre les habitants et les journalistes israéliens palestiniens qui se demandent mais comment on peut faire changer les choses. Est-ce qu'avec notre action de journalistes et de documentation, on va pouvoir changer les choses, et on sent dans le regard et dans les mots un mélange entre l'optimisme et le pessimisme qui est très touchant, et surtout un mélange entre l'action et la parole. C'est en même temps on peut discuter, débattre. Il y a une scène entre un Palestinien qui habite dans le village qui se fait détruire et le journaliste israélien qui co-réalise le film, qui débattent justement de la vie. Genre moi Palestinien, j'aurais jamais de chez moi, et alors que toi tu vas rentrer, tu auras une maison ce soir. Et en même temps derrière il y a un pote qui lui demande de venir l'aider parce qu'il faut reconstruire et il faut repartir au combat entre guillemets. Oui, c'est ça. Et aussi un autre truc qui m'a frappé, c'est les réalisateurs filment au plus près des soldats armés, en ayant eux aussi finalement une arme avec eux à travers la caméra qu'ils utilisent, et donc c'est là qu'on voit aussi que le cinéma est bien plus qu'un art, c'est aussi une arme pour dénoncer, et je trouve que c'est bien illustré par ce documentaire, voilà, malgré ce mélange d'optimisme et de pessimisme qui règne dans le film. Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé au début du film, c'est une maîtrise formelle très très surprenante, tout en sachant pertinemment que c'était un documentaire. L'ouverture du film m'a donné une sensation de fiction ultra réaliste, ce qui était très étrange, parce que les images qu'on nous présente ne nous sont pas particulièrement contextualisé. C'est-à-dire que je crois que l'ouverture du film, c'est Bassel qui est au volant d'une voiture. Il est filmé en plan serré, avec un objectif qui floute l'arrière-plan. On entend une conversation qu'il a mis en haut-parleur sur son téléphone, quelqu'un l'appelle. Puis on a du montage parallèle entre différentes choses. Donc il y a quelque chose de très très saisissant dans la façon dont c'est incroyablement bien orchestré en fait. C'est-à-dire que moi, tu parlais de plans plus amateurs ou qui sont visiblement tournés à l'aide d'un téléphone. Je m'attendais à quelque chose comme ça en fait, parce que j'avais vu très très peu d'images du film. Je m'attendais à ce qu'ils aient péniblement réussi à capturer quelques images pixelisées, tremblotantes de ce qu'ils vivent. Et c'est un film finalement d'une tenue visuelle vraiment remarquable, et c'est ça que je veux dire aussi, parce que c'est un film assez difficile à regarder, qui peut être assez plombant, mais qui nous met la vérité en face en fait, donc c'est normal. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment très bien rythmé, ils arrivent très très bien à décrire des situations sociales, des situations coloniales assez complexes, mais à les raconter assez simplement, sans non plus qu'ils se sentent le besoin d'avoir un gros segment, un espèce de gros paragraphe peut-être maladroit ou trop brutal, dans lequel ils nous expliqueraient noir sur blanc comment les choses se passent pour eux. Ils arrivent à faire ça, à nous transmettre tout ça, à nous raconter tout ça, à nous montrer tout ça via un film. Et c'est un très bon film, et c'est quelque chose d'assez saisissant. Voilà, moi j'étais assez ému. Au début j'étais terriblement inquiet parce qu'on sortait de table. On sortait de table. J'avais trop mangé, trop vite. Oui, ça c'est ta faute. Ça c'est ma faute. Mais la crêpe au chocolat, non. Mais bref. Non. Enfin, bref, la sieste a appelé très très fort. Vers le début du film, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Ça m'aurait tué de dormir devant Motherland. Mais j'ai fini par tenir, parce que le film est vraiment, vraiment saisissant, quoi. Il fonctionne vraiment très très bien.
Voilà, bon, j'ai lu plus tard que effectivement, donc Hamdan Dallal, voilà, il a été agressé une fois qu'il a récupéré son Oscar et qu'il a parlé sur scène de ce qui se passe dans son pays. J'ai vu que même Yuval Abraham aussi est harcelé lui-même Oui. par d'autres Israéliens. Même en direct pendant le film, hein. Et même pendant le film, bien sûr. Pendant le film, Quand c'est il ce qu'on- c'est intervient ce dans qu'on les voit. plateaux télé, il Oui, se c'est fait ça. reprendre. Il se fait violemment, reprendre, quoi. bien sûr. Non, mais enfin, je veux dire, de ce que j'ai vu, genre après, parce qu'ils ont fait ce film, ils ont plus ou moins tous reçu des menaces de mort Oui, bah, régulières, j'imagine. ce genre d'horreur Classique. qui ne nous surprennent plus, tellement c'est badant et tellement c'est récurrent. Non, mais voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder No Other Land, je crois que ça dure un peu moins de 2 heures. Mais il est sorti ou pas? Et je crois qu'il est sorti. Ah, il Je est crois sorti qu'il est déjà. sorti. Ok. Donc voilà, je vous invite à le trouver, quelles qu'en soient les voies détournées ou non. Mais trouvez No Other Land, trouvez le moyen de le voir et intéressez-vous-y, quoi. Et puis c'est un très très bon film qui vous amène à découvrir ou à poser les yeux peut-être d'une nouvelle façon sur une situation qu'on connaît pas bien. Voilà. Donc voilà. Et donc merci le Festival de La Rochelle pour avoir programmé peut-être 4 ou 5 films, Plus que ça, hein. peut-être plus que ça. Une Ah oui, il y petite avait dizaine, je sais plus. Je les oublie. au moins 8 films, je crois. 8 moins huit documentaires sur la Palestine. Enfin, moi, il y a juste un tout petit défaut que je regrette, c'est de ne pas avoir vu, ou enfin, de ne pas avoir expliqué comment les deux journalistes s'étaient rencontrés. Parce que c'est donc un journaliste israélien et palestinien. Et donc, comme c'est des relations très rares en ce moment, j'aurais bien voulu savoir comment ça s'était fait et quels ont été les premiers feelings, les premiers dialogues, les premiers échanges. Donc voilà, c'est le seul bémol que je retiens du film, mais sinon c'était très bien, très, très intéressant et bouleversant. Voilà, on va terminer là-dessus, si ça vous va. Oui, donc on se retrouve dans le prochain épisode, le 8e, pour vous parler de peut-être La Dame aux Camélias ou Les Parapluies de Cherbourg, nous verrons. Mais d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous et ciao!